Pages arrachées à Alexandre Solzhenitsyn. Extrait choisi par Grégoire Lopoukine, lu par Aurélien Recoin. 5e partie, le pavillon des cancéreux. En 1954, à sa libération après 8 ans d'internement dans les camps soviétiques, Solzhenitsyn doit se faire soigner d'une tumeur cancéreuse. De cette expérience de la maladie, des traitements, de l'hôpital, de la proximité de la mort, naîtra le roman « Le pavillon des cancéreux ». Il sera publié clandestinement en 1967. L'ancien détenu Oleg Kostoglotov y fait figure d'alter ego de l'auteur, et le docteur Dounaïeva, qui a soigné Solzhenitsyn, prend ici le nom de docteur Dontsova. Mais le livre s'ouvre sur un troisième personnage, Paul Nikolaïevitch Roussanov, fonctionnaire qui semble jouir d'un certain prestige, sorte de cousin germain soviétique du Ivan Ilitch de Tolstoï. C'est par son regard alourdi tout à la fois de vanité et de peur que le lecteur est invité à pénétrer dans le pavillon. Extrait. Le pavillon des cancéreux portait le numéro 13. Paul Nikolaïevitch Roussanov n'avait jamais été superstitieux et il n'était pas question qu'il le fût. Mais il ressentit une pointe de découragement lorsqu'il lut sur sa feuille d'entrée « Pavillon 13 ». On n'avait même pas eu le tact de donner ce numéro à un quelconque pavillon des prothèses ou des maladies du tube digestif. Quoi qu'il en soit, dans toute la République, il n'avait pas d'autre recours que l'hôpital. « Je n'ai pas le cancer, n'est-ce pas, docteur? Ce n'est pas le cancer ?» demandait Paul Nikolaïevitch avec espoir, et, délicatement, ses doigts effleuraient cette vilaine tumeur qui lui poussait là, sur le côté droit du cou, et qui grossissait presque de jour en jour. Pourtant, la peau qui la recouvrait était toujours aussi blanche et inoffensive. « Mais non, bien entendu !» lui répondit pour la 10e fois le docteur Dontsova pour le tranquilliser, tout en couvrant de sa large écriture les pages de son dossier médical. Ceci s'était passé il y a quelques jours, à la consultation de cancérologie. On n'endormait déjà pas de la nuit, quand on était envoyé à cette consultation, et voilà que le docteur Dontsova avait prescrit à Paul Nikolaïevitch une hospitalisation immédiate. Accablé par la maladie aussi imprévue qu'inattendue, qui avait en 2 semaines fondu comme un ouragan sur l'homme insouciant et heureux qu'il était, Paul Nikolaïevitch se sentait maintenant doublement accablé à l'idée d'avoir à se soumettre au régime commun de l'hôpital. Cela ne lui était pas arrivé depuis si longtemps. On avait téléphoné à Eugène Seminovitch, à Chendiapine, à Ousmas Basbayev. Ceux-ci, à leur tour, avaient exploré toutes les possibilités, demandé s'il n'y avait pas dans cet hôpital de chambres réservées, ou si l'on ne pouvait pas, au moins provisoirement, en organiser une dans une petite pièce. Mais en raison du manque de place, on n'aboutit à rien. Le seul point sur lequel on réussit à s'entendre fut que le malade pourrait échapper aux formalités d'accueil, aux bains réglementaires et à l'uniforme du pyjama de l'hôpital. Et c'est ainsi que Youra avait amené dans leur petite Moskvitch bleu ciel son père et sa mère jusqu'au bas des marches qui conduisaient au pavillon 13. Bien qu'il gelât un peu, 2 femmes en vilaine blouse de futaine étaient debout sur le perron de pierre. Elles étaient toutes recroquevillées, les bras frileusement croisés sur la poitrine, immobiles. À commencer par les blouses sales, tout ici choquait Paul Nikolaïevitch. Le ciment du perron, déformé par l'usure des pas, les poignées de la porte, toutes ternes, salies par les mains des malades, la salle d'attente avec son plancher dont la peinture s'écaillait, les hauts lambris, des murs couleur olive, une couleur qui déjà naturellement faisait sale, les grands bancs à barreaux encombrés de gens et les malades assis par terre, des ouzbeks venus de loin, les hommes en longs vêtements ouatinés, les vieilles femmes en fichus blancs et les jeunes en fichus mauves, rouges ou verts, tout ce monde chaussé de bottes ou de caoutchouc. Un jeune homme russe occupait à lui seul tout un banc. Il était allongé et son manteau déboutonné pendait jusqu'à terre. Lui-même était décharné,
mais il avait le ventre tout gonflé et il n'arrêtait pas de crier de douleur. Et ces hurlements résonnaient aux oreilles de Paul Nikolaïevitch et lui firent mal, comme si le garçon criait non son propre mal, mais celui de Paul Nikolaïevitch. Ses lèvres blêmirent, il s'arrêta et dit à voix basse « Capitoline, je vais mourir ici, je ne veux pas, rentrons. » Capitoline Matveyevna tourna vers son mari sa large tête que sa coiffure aux boucles cuivrées, coupée court et bouffante, élargissait encore. « Mais Paul, rentrer pour aller où? Et après, qu'est-ce que tu feras? » « Peut-être que les médecins, oui, ils accepteront de venir à domicile. Nous les paierons, » reprit Paul Nikolaïevitch, qui s'obstinait sans beaucoup de conviction. « Tu sais bien que je suis la première disposée à faire venir quelqu'un et à le payer. Mais on nous a clairement dit qu'ici les médecins ne se déplaçaient pas et qu'ils ne prenaient pas d'argent. Ils ont tous leurs appareils sur place, ce n'est pas possible. » Paul Nikolaïevitch comprenait lui-même très bien la situation. Il avait dit cela à tout hasard. Comme il avait été convenu avec le chef du service de cancérologie, l'infirmière-chef devait les attendre à 14 heures, ici même, au bas de cet escalier qu'un malade, en ce moment même, descendait prudemment en s'aidant de ses béquilles. Mais, bien entendu, l'infirmière n'était pas à l'endroit prévu, et son petit local, sous l'escalier, était fermé à clé. « On ne peut vraiment se mettre d'accord avec personne », explosa Capitoline Matveyevna. « On se demande un peu pourquoi on les paie. » Et sans hésiter, enfouie dans les 2 renards argentés qui composaient le col de sa pelisse, Capitoline Matveyevna s'engagea dans un couloir où était écrit « Entrée interdite sans la blouse réglementaire ». Paul Nikolaïevitch resta debout dans le vestibule. Peureusement, la tête légèrement inclinée à droite, il tâtait sa tumeur entre la clavicule et la mâchoire. Il avait l'impression qu'en une demi-heure, depuis le moment où il l'avait regardée chez lui dans la glace une dernière fois en mettant son cache-nez, elle avait encore grossi. Paul Nikolaïevitch se sentait faible et aurait bien aimé s'asseoir. Mais les bancs lui semblaient sales et, de plus, il fallait demander de se pousser un peu à une femme en fichu qui avait posé par terre, entre ses jambes, un sac crasseux. Paul Nikolaïevitch avait l'odorat sensible, et, même de loin, il lui semblait que l'odeur puante de ce sac venait jusqu'à lui. Quand donc notre population apprendra-t-elle à voyager avec des valises propres et convenables? À dire vrai, maintenant, avec cette tumeur, cela lui devenait assez égal. La porte extérieure s'ouvrit à nouveau et une infirmière en blouse blanche entra sans manteau malgré le froid. Sa figure un peu trop longue n'était pas jolie. Elle remarqua tout de suite Paul Nikolaïevitch et, devinant qui il était, elle s'approcha de lui. « Excusez-moi, je vous prie, vous m'attendez depuis longtemps. On a apporté des médicaments et j'étais parti les réceptionner. Et tenez, vous allez vous changer ici. » Paul Nikolaïevitch entra pour se changer. L'infirmière voulut en profiter pour faire un saut encore ailleurs, mais c'est à ce moment que surgit Capitoline Matveyevna. « Qu'y a-t-il, mademoiselle? Vous êtes si pressée? »« Oui, un peu. Vous nous avez fait attendre. Je vous prie de m'excuser, aujourd'hui je réceptionne les médicaments. » Bon, maintenant écoutez-moi bien, je veux que vous sachiez, mon mari n'est pas le premier venu, et c'est un travailleur de grande valeur. Il s'appelle Paul Nikolaïevitch. Paul Nikolaïevitch, très bien, je m'en souviendrai. Comprenez-moi, il a toujours été très entouré, et maintenant voilà qu'il est gravement atteint. Ne pourrait-on pas mettre une infirmière auprès de lui, de manière permanente? Ici, sauf pour les opérer, il y a toujours 3 infirmières pour 50 malades, et la nuit 2. Vous voyez bien, on peut agoniser, crier, personne ne viendra. Pourquoi pensez-vous cela? Nous nous occupons de tout le monde. Mais Paul Nikolaïevitch n'est pas tout le monde. De plus, vos infirmières changent. Oui, toutes les 12 heures. Quelle manière affreusement impersonnelle de soigner. Je voudrais pouvoir veiller mon mari moi-même avec ma fille à tour de rôle. Je voudrais faire venir une garde à mon compte. Ceci aussi, c'est impossible à ce qu'il paraît? Je crois que oui. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu faire. D'ailleurs, dans la salle, il n'y a même pas de place pour mettre une chaise. Mon Dieu, j'imagine à quoi elle doit ressembler, cette salle. Cela vaudrait la peine d'aller voir. Combien y a-t-il de lits? 9.
Et c'est déjà bien qu'on l'y installe tout de suite. D'habitude, les nouveaux venus ont un lit dans l'escalier ou dans le couloir. Mademoiselle, j'insiste néanmoins. Vous connaissez vos subordonnés, c'est plus facile pour vous d'organiser quelque chose. Arrangez-vous avec une infirmière ou avec une femme de salle pour que mon mari ait droit à mieux que les égards réglementaires. Et ouvrant son grand sac noir dont le fermoir claqua, elle en sortit 3 billets de 50 roubles. Non, non, ce genre de commission-là, je ne... Allons, ce n'est pas à vous que je les donne. Mais puisque cela ne peut pas se faire officiellement, c'est le travail que je paie. Et je vous demande seulement d'avoir l'amabilité de transmettre. Non, non, ici, cela ne se fait pas. Une porte grinça et Paul Nikolaïevitch sortit du réduit, vêtu d'un pyjama marron et vert, chaussé de confortables pantoufles garnies de fourrure. Sa tête presque chauve s'ornait d'une petite calotte ouzbek, neuve aussi, couleur framboise. Maintenant qu'il n'avait plus ni son gros par-dessus, ni son cache-nez, la tumeur de la grosseur d'un poing qu'il avait sur le côté du cou avait un aspect particulièrement menaçant. Il mit dans la valise tout ce qu'il venait d'enlever. Kapitoline Matveyevna fit disparaître l'argent dans son sac et regarda son mari avec angoisse. « Ne vas-tu pas avoir froid ? Nous aurions dû te prendre une robe de chambre chaude. J'en apporterai une. Tiens, j'ai ceci sur moi, dit-elle en tirant de sa poche une petite écharpe. Mets-la à ton cou pour ne pas prendre froid. » Avec sa pelisse et ses renards, elle paraissait 2 fois plus imposante que son mari. « Maintenant, va dans la chambre, installe-toi. Sors tes provisions et fais une première inspection. Réfléchis pour voir s'il ne te manque rien. Je vais m'asseoir et t'attendre. Quand tu redescendras, tu me diras ce qu'il en est. Je t'apporterai tout pour ce soir. » Paul Nikolaïevitch regarda sa femme et, repoussant la main de l'infirmière, il saisit la rampe de l'escalier et commença à monter. Son cœur se mit à battre et ce n'était pas à cause de l'effort qu'il faisait. Il gravissait l'escalier comme on monte à ce truc-là. Comment dit-on déjà ? Bref, cette sorte d'estrade où on offre là-haut sa tête au bourreau. L'infirmière-chef l'avait dépassé et escaladait l'escalier en toute hâte, avec son sac. Là-haut, elle cria quelque chose à une certaine Marie, et avant même que Paul Nikolaïevitch eût atteint le premier palier, elle dévalait déjà l'escalier par l'autre côté, montrant ainsi à Kapitoline Matveyevna quelle sorte de sollicitude attendait ici son mari. Cependant, Paul Nikolaïevitch, lentement, avait atteint le palier intermédiaire, un palier large et profond, comme on n'en voit plus que dans les édifices anciens. L'infirmière prénommée Marie était là, debout. Le couloir faisait un coude, et à cet endroit, sans fenêtre, on avait mis un petit bureau, éclairé par une lampe qui brûlait jour et nuit, ainsi qu'une table de soins. À côté était accrochée une armoire murale avec une croix rouge, fermée par un verre dépoli. Ils contournèrent ces tables, et puis un autre lit, et Marie dit, en pointant une longue main sèche, « Le 2e lit à partir de la fenêtre. » La porte de la salle était constamment ouverte, mais en passant le seuil, Paul Nikolaïevitch sentit une odeur moite de renfermé mêlée de relents de médicaments. Pour lui, si sensible aux odeurs, celle-ci était un vrai supplice. Dans le passage se tenait un malade trapu, aux larges épaules, vêtu d'un pyjama à raies roses. Il était en train de raconter quelque chose d'une voix rauque aux autres malades qui l'écoutaient de leur lit. Lorsque Roussanov entra, il se tourna tout entier vers lui, car sa tête et son buste ne faisaient plus qu'un, et, le regardant sans aucune sympathie, il dit « Tenez, encore un petit cancer qui s'amène !» Paul Nikolaïevitch jugea inutile de répondre à une remarque aussi familière. Il sentait que toute la salle le regardait, mais il n'avait pas envie de répondre au regard de ces individus que le hasard avait rassemblés ici. Et il n'avait même pas envie non plus de leur dire bonjour. Il fit seulement un geste de la main pour inviter le malade à s'écarter. L'autre le laissa passer, puis se tournant à nouveau vers lui, il demanda de sa voix enrouée « Dis-moi, mon vieux, tu as un cancer de quoi ?» À cette question, Paul Nikolaïevitch, qui venait d'arriver à son lit, chancela sur ses jambes. Il leva les yeux sur le malotru, faisant un effort pour ne pas s'emporter, et ses épaules eurent un frémissement convulsif.
Il dit avec dignité « De rien du tout. Ce n'est pas le cancer. » L'individu renifla, puis bien haut, à travers toute la chambre, il lança sentencieusement « Vous avez vu cet imbécile? S'il n'avait pas un cancer, est-ce que c'est ici qu'on l'aurait mis ?» On manquait de place dans les salles du rez-de-chaussée pour les chirurgicaux, ceux dont il était prévu d'opérer la tumeur, et on les mettait également à l'étage, mélangés avec les radiothérapiques, que l'on traitait, eux, au rayon ou par chimiothérapie. Ainsi, en haut, chaque matin, il y avait 2 visites. Les radiologues venaient voir leurs malades et les chirurgiens les leurs. Dans la chambre des hommes, tout le monde, sauf Paul Nikolaïevitch Roussanov, attendait sagement et tranquillement la visite. Chauve, coiffé d'une petite calotte et chaussé de lunettes, assis sévèrement dans son lit, Paul Nikolaïevitch faisait penser à un maître d'école. Pas à n'importe quel maître d'école, mais à un de ces maîtres d'école émérites qui ont, durant leur carrière, formé des centaines d'élèves. Il attendit que le docteur Dontsova fût parvenu au pied de son lit, redressa ses lunettes et déclara « C'est bon, camarade Dontsova, je serai forcé de parler de l'organisation de ce service au ministère de la Santé. » Elle n'eut pas un tressaillement et son visage ne pâlit pas, il devint seulement un peu plus terreux. Elle fit un étrange mouvement simultané des 2 épaules, un mouvement circulaire comme si ses épaules étaient lasses des sangles qui les opprimaient et ne pouvaient s'en libérer. Si vous avez accès facilement au ministère de la Santé, pourquoi pas? Et même, je vous fournirai d'autres sujets de récrimination. Une indifférence comme la vôtre dépasse toute imagination. Je suis ici depuis hier et personne ne me soigne. Je ne suis pourtant pas le premier venu et j'ai le droit à certains égards. Tous dans la chambre s'étaient tus et le regardaient. Quant au docteur Dontsova, lourdement penché sur Roussanov, elle ne se permit pas le moindre froncement de sourcils. Elle dit doucement d'un ton conciliant « Me voici ici pour vous soigner. Trop tard. J'ai assez vu comment cela se passait ici et je m'en vais. Personne ne s'intéresse à vous, personne n'établit de diagnostic. Votre diagnostic est déjà établi, et vous ne pouvez aller nulle part ailleurs qu'ici. Avec la maladie que vous avez, vous ne trouverez nulle part dans notre République un autre hôpital qui vous accepte. Mais enfin, vous avez bien dit que je n'avais pas le cancer. Alors dites-moi ce que j'ai. En général, nous ne sommes pas obligés de préciser à nos malades le nom de leur maladie. Mais si cela peut vous soulager, je vais vous dire ce que vous avez. Une lymphogranulomatose. Donc ce n'est pas le cancer. Nullement. Son visage et sa voix ne laissaient rien paraître, pas même cette irritation naturelle qui naît de toute discussion. Elle avait vu la tumeur de la grosseur du poing qu'il avait sous la mâchoire. Contre qui pouvait-elle se fâcher? Contre cette tumeur? Personne ne vous a forcé à entrer ici. Vous pouvez partir tout de suite si vous voulez. Seulement, souvenez-vous. Elle hésita et puis très calmement elle le mit en garde. Il n'y a pas que le cancer qui fasse mourir. Vous voulez me faire peur, c'est ça. Pourquoi me faites-vous peur? Ce n'est pas la bonne méthode. Au mot de mourir, il avait senti tout son être se glacer et il demanda d'un ton déjà radouci. C'est si grave ce que j'ai, c'est ça que vous voulez dire? Si vous commencez à aller d'un hôpital à un autre, alors oui, certainement. Enlevez donc votre écharpe. Levez-vous, s'il vous plaît. Il enleva son écharpe et se mit debout. Lentement, le docteur Dontsova se mit à palper sa tumeur, puis la partie saine de son cou, comparant l'une avec l'autre. Elle lui demanda ensuite de renverser la tête en arrière aussi loin que possible, et sa tête n'alla pas bien loin, tout de suite il sentit sa tumeur qui la retenait. Puis elle voulut qu'il penche la tête le plus possible en avant, qu'il la tourne à droite, à gauche. Et voilà que, manifestement, sa tête avait perdu presque toute aisance dans ses mouvements, cette aisance si légère, si étonnante, et que nous ne remarquons pas quand nous l'avons. Enlevez votre veste, s'il vous plaît. La veste de son pyjama marron et vert avait de gros boutons et était plutôt ample. Elle semblait facile à enlever, mais lorsqu'il allongea le bras, il sentit une douleur poignante dans le cou et poussa un gémissement. « Sous le bras, vous n'avez pas mal? Vous n'êtes pas gêné ?»« Comment? Là aussi c'est menacé ?» La voix de Roussanov était presque éteinte. Il parlait plus bas maintenant. «
D'un air concentré, le docteur Donsova se mit à palper ses aisselles. « Et comment allez-vous me soigner ?»« Je vous l'ai déjà dit, par des piqûres. »« Des piqûres? Où cela? Directement dans la tumeur ?»« Non, des intraveineuses. »« Souvent? 3 fois par semaine. »« Vous pouvez vous rhabiller. »« Et il n'est pas possible de m'opérer. » Il posait cette question, mais ce qui le redoutait le plus était précisément la table d'opération. Comme tout malade, il préférait à cela n'importe quel traitement, même long. Une opération serait insensée. L'opération était insensée? Très bien, pensa Paul Nikolaïevitch. Très bien, je vais réfléchir, docteur. Nous déciderons demain alors. Non, aujourd'hui. Demain c'est samedi et nous ne pouvons pas faire de piqûres. Encore ces règlements. Par quel hasard est-ce justement impossible un samedi? Parce que les réactions des malades sont à surveiller de jour en jour, le jour qui suit la piqûre précisément. Et le dimanche, ce n'est pas possible. Mais alors cette piqûre est quelque chose de très sérieux? Et si on attendait lundi? Camarade Roussanov, vous nous avez reproché de vous laisser sans soin depuis 18 heures et vous accepteriez que la même situation se prolonge encore 3 jours? Il se sentait vaincu, écrasé par cette femme, et il ne pouvait rien faire. Ou bien on vous soigne, ou alors on ne vous soigne pas. Si oui, vous aurez votre première piqûre aujourd'hui à 11 heures. Si c'est non, vous déclarerez par écrit que vous renoncez à être traité par nous, et vous pourrez sortir aujourd'hui même. Mais nous n'avons pas le droit d'attendre 3 jours sans rien faire. Roussanov se cacha le visage dans les mains. Dans le grand silence qui s'était fait dans la pièce, on l'entendit distinctement soupirer, puis, levant son visage de ses mains, il déclara « Je cède, docteur. Faites-moi la piqûre. » C'était Pages arrachées à Alexandre Solzhenitsyn, avec Aurélien Recoing et Marina Moncade. Cinquième partie, extrait choisi dans Le pavillon des cancéreux. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation Benjamin Vignal, Maïwen Lejehan, Claire Chénaud, Jean-Mathieu Zande. Le pavillon des cancéreux est paru aux éditions Julliard, traduit par Jean-Paul Sémon, Alfreda et Michel Aucouturier, Lucille et Georges Niva.